Voici l'épisode 258 des Technos enregistré le jeudi 14 mai 2020. Les semaines s'enchaînent et ne se ressemblent pas toujours, la preuve une fois de plus avec deux de nos chroniqueurs, nos fins limiers de l'actualité technologique partagent comme toujours leur veille hebdomadaire selon leurs affinités et leurs envies de découverte et de partage. Il est question cette semaine de l'application Stop Covid, Covid comme coquille-vide, on vous explique ça dans quelques instants. On parle aussi de WordPress dont la sécurité est mise à mal, d'applications potentiellement indésirables que vise une mise à jour de Windows 10, de SpaceX qui s'apprête à lancer son premier vol habité vers l'ISS ou encore de l'impression 3D qui ne cesse d'équiper le corps médical. Partagez et commentez cet épisode dans vos réseaux selon ce que vous avez sous le doigt ou le curseur de votre souris. Merci également pour les pouces ou les étoiles, quelle que soit la plateforme que vous utilisez pour nous suivre. Bonne écoute. C'est l'épisode 258, ça se confirme, c'est écrit là au-dessus. je contrôle tout maintenant parce que il faut que vous le sachiez, on s'y est repris plusieurs fois pour lancer l'enregistrement de cet épisode, d'autant plus qu'on a quelques soucis de bande passante avec l'un de nos chroniqueurs, à savoir Aurélien. Il y en a un, ça va super bien, hein, c'est Sébastien, depuis Paris, il a la fibre et tout, et c'est top. Et puis de l'autre côté, dans le nord de la France, dans la zone rouge, nous avons Aurélien qui a quelques soucis de connexion et que nous aurons donc en audio, mais c'est déjà très bien, hein, Aurélien? Oui, bonjour à tous. Oui, je suis un fin ligné qui a une mauvaise ligne. Hein. C'est pas un fin ligné, c'est un fin limier. Et donc, il a une mauvaise ligne, qu'est-ce que vous voulez? Donc, on exploite le peu de bandes passantes existantes pour le son. Et comme ça, pour ceux qui nous écoutent, de toute façon, ça ne changera rien. C'est surtout pour ceux qui nous regardent en vidéo sur YouTube que ça va changer un tout petit peu, mais pas beaucoup. Effectivement. Comment ça va du côté... Je remercie Orange, d'ailleurs. Oui, autant faire la publicité. On va pas citer les autres non plus parce qu'on sait pas s'ils sont meilleurs ou pas en fait. Hein. Parce que du côté de chez Sébastien, ça fonctionne. Je dis pas de bêtises. Ouais, Sébastien. Ouais, c'est Orange aussi, et donc ça dépend d'une région à l'autre plus que d'un fournisseur à l'autre. Ouais. Moi ça va bien, merci. Et vous allez bien? Nous sommes déconfinés. J'ai toujours pas été chez coiffeur comme ça. Ouais, sur la vidéo. Quand on parle, disons qu'on est. On dit déconfiné, moi je pense qu'il faut plutôt dire confiné autrement, parce que déconfiné, ça voudrait dire que la vie reprend son cours comme elle l'était avant le 13 mars, et on sait très très bien que ce n'est pas le cas, effectivement, et qu'il va falloir continuer à être prudent. On vous engage d'ailleurs à être prudent, à garder vos distances, les gestes barrières, tout ça, ça continue, si, c'est pas fini, et ça va durer un bout de temps, autant s'y habituer tout de suite et en prendre son parti, j'ai envie de dire, parce que sinon on va jamais s'en sortir et on va pas pouvoir avancer, quoi. Donc nous on a pris le parti d'enregistrer cet épisode toujours confiné, hein, depuis toujours, puisque nos chroniqueurs sont ça et là, et que du coup, on a toujours pratiqué de la sorte. C'est assez amusant, et je le dis régulièrement, mais ça continue à m'amuser de voir les gens s'énerver, que ce soit en radio, en télévision, et même certains podcasteurs qui disent « Regardez ce qu'on fait, c'est fantastique, on arrive à faire ça à distance ». Nous, on fait ça depuis 6 ans, et on s'en est jamais vraiment vanté, mais là, on peut le dire maintenant. Je pense qu'on commence à bien maîtriser le truc, sauf évidemment quand la bande passante ne joue pas le jeu. Ça, c'est un autre problème. Je voulais remercier, j'espère que je n'ai pas viré ma liste, parce que ça, ce serait vraiment ballot. Ah non, elle est là. Je voudrais remercier ceux qui nous ont laissé des commentaires la semaine dernière sur YouTube, essentiellement, mais pas que. Il s'agit de Peter Roby, de 626, d'Arsène, de Jax, Alimoun, Cisco Francisco, Mario Ramallo, Claude Lalonde, bonjour le Québec. Claude est un nouvel auditeur qui nous a rejoint. Merci à lui. Cubignol également a commenté. Ingris Boy, Max, Laurent depuis Liège, Raphaël Vinet, Virginie, Sébastien Boireau ainsi que Joël Piecarec. Je vois également Régis Rex 2 et on salue également Radbert qui a laissé un commentaire via l'application Apple Podcast France. Il faut bien chercher sur l'application Apple Podcast parce que pour trouver le petit lien qui permet de laisser un commentaire, c'est pas évident du tout. On dirait que Apple n'aime pas beaucoup les commentaires. Nous, on apprécie. Il paraît que ça titille un tout petit peu les algorithmes et que ça nous permet de mieux nous faire connaître dans les réseaux. Alors, autant en profiter. Je propose qu'on entame directement, si j'ai pas perdu ma conduite une fois de plus, non, elle est là, notre abécédaire. On commence avec la lettre... La lettre E comme e-santé, et ça va se passer avec Aurélien e-santé. Pourquoi ? Parce que un ingénieur a conçu ce qu'on pourrait appeler un e-stéthoscope, Aurélien. Si je ne dis pas de bêtises, de quoi s'agit-il ? Oui, donc c'est un ingénieur français du côté de Fécamp
qui est l'époux d'un personnel soignant. Donc, il est un peu passionné par l'impression 3D, ce monsieur, qui s'appelle donc Cyril Lecros, et qui s'est dit, bah oui, les visières, c'est très bien, mais il y a un boom de la téléconsultation. Et c'est très bien de voir un médecin et de pouvoir avoir un diagnostic rapide par un moyen de visioconférence. Mais il y a l'outil majeur du médecin, le stéthoscope, que tout le monde connaît. Et on l'a pas forcément, on peut pas le sortir de l'écran ni de l'ordinateur. Donc il a inventé un stéthoscope numérique connecté, fait à partir d'une impression 3D. Et ça, je trouve l'initiative très intelligente et très bien. Donc il imprime en 3D une pièce en plastique qui a la forme d'un escargot, parce qu'il s'est rendu compte que le plastique, les qualités acoustiques du plastique n'étaient pas les meilleures. Donc il a fait une sorte de biomimétisme en mimant le principe de l'escargot. D'accord. Et donc il a réussi à mettre au point ce stéthoscope qui va donc enregistrer et envoyer au médecin via Skype ou autre les battements, les bruits au niveau de vos cœurs et vos poumons. Et dans le diagnostic des affections respiratoires liées au Covid, c'est quand même un point très très important. Et alors ce qui me passionne aussi, c'est que a priori, d'après l'article qu'on vous met dans la description, tout ça ne coûterait que 20 €. Donc ça veut dire que quelque part, tout comme un thermomètre ou ce genre de petits dispositifs médicaux qu'on a à la maison, un pèse-personne, un thermomètre, on pourrait avoir ce genre de choses chez nous. Moi, je trouve que la démarche est très bonne. En plus, il est en phase de se faire qualifier et d'avoir une autorisation par l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM. Donc voilà, je voulais souligner l'effort parce que ça me paraît être une très belle idée. Donc ce monsieur cherche des fonds, s'il y a des business angels qui nous écoutent ou des gens qui veulent soutenir l'idée, sachez que voilà, ce monsieur Cyril Lecros lève des fonds pour son produit Scope, S-K-O-P. Alors, ce qu'il faut préciser quand même pour ceux qui nous écoutent qui n'ont pas l'image, ceux qui ont l'image l'auront remarqué, ça fonctionne avec... en fait, cet appareil, cette espèce d'escargot, comme tu disais... se love, on va dire, autour de ce qu'on retrouve sur les écouteurs Apple, le petit micro. Je pense que ça doit fonctionner avec d'autres micros également. Donc le long du fil de l'écouteur de droite, vous avez le petit bouton avec le micro, et ce petit micro vient se glisser donc dans l'escargot, si je puis dire, et donc capte le son de cette manière-là. Donc voilà, c'est plutôt malin comme façon de voir les choses. C'est pas cher, du tout, 20 € pour un petit escargot. Enfin, pour un stéthoscope, à mon avis, un vrai stéthoscope, ça coûte bien plus cher, et c'est pas connecté du coup. Donc c'est plutôt, je sais pas ce qu'en pense Sébastien, mais moi, c'est un truc que j'adore. Moi. Ouais, je me posais la question pendant qu'Aurélien expliquait comment est-ce qu'il y a un côté software également, mais non, en fait, tu réponds à la question. C'est juste un amplificateur de son finalement qui va se lever, comme tu dis, sur le corps pour amplifier les sons du corps et le passer au micro, et donc ça marche avec n'importe quelle application. Oui, c'est ça. D'enregistrement de son ou de communication, même un Skype ou s'il y a suffisamment de bande passante en tout cas. Alors quand on lit l'article, évidemment, on vous a mis 2 articles. Aurélien, je me permets de le signaler. C'est un monsieur quand même qui a fait des systèmes imprimés en 3D, de systèmes de seringues autopousseuses. Il a fait plein de trucs. Il a réfléchi à plein de choses différentes pour aider le corps médical avec son imprimante 3D. On l'a dit déjà dans d'autres épisodes et même dans un hors-série à venir concernant l'impression 3D, puisque avec Xavier on a mis ça en boîte il n'y a pas tellement longtemps. Les makers sont pour beaucoup dans justement cette libération, on va dire, de l'imprimante 3D dans le milieu médical. Je ne sais pas si Aurélien t'avais un truc à rajouter sur ce sujet, ou Sébastien d'ailleurs. Sébastien ?
Il y a juste le nom, le e-stéthoscope. Déjà, stéthoscope, c'est difficile à prononcer, alors e-stéthoscope. Ici, c'est plus un effet style d'Aurélien. Hein. Il s'appelle le scope. C'est de mon cru, ça. Oui, voilà, c'est de son cru. Voilà, après, on apprécie ou pas. Mais non, le nom du bidule, c'est Scope. S-K-O-P. Donc, c'est quand même beaucoup plus facile à prononcer, à prononcer dans toutes les langues, en plus. Donc, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien ce genre de truc-là. On peut revenir tous les jours, toutes les semaines avec des inventions pareilles, parce que ça aide vraiment, ça fait avancer le schmilblick. On passe à la suite. Oui, j'ai dit schmilblick, je sais. Ok. I, comme impunité, c'est ça? Oui, plus d'immunité contre la haine sur Internet. C'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui sont déjà lâchés sur Internet à de multiples reprises. Apparemment, c'est fini. Enfin, ça devrait finir, Aurélien. Oui, alors finir, j'espère que ça finira, mais j'ai un petit doute. Par contre, ça sera maintenant puni. Ou en tous les cas, plus sévèrement puni. En fait, donc c'est une loi qui a été votée, la première loi hors crise sanitaire, coronavirus et autres, qui a été votée mercredi 13 mai, donc qui oblige les plateformes, YouTube, toutes les plateformes et les réseaux, excusez-moi, je ne trouve pas le mot. Les plateformes qui hébergent du contenu que les gens peuvent poster, à retirer tout ce qui est violent, haineux, raciste, tout ce que vous voulez. Moi, je trouve que c'est une très très bonne chose, et qui condamnerait donc si ces plateformes-là ne suppriment pas le contenu sous 24 heures, qui condamnerait ces plateformes à des amendes jusqu'à 1,25 million d'euros. Permettez-moi d'avoir... c'est jusqu'à, donc c'est pas forcément là. Et donc, ça met sur ces plateformes, ça les oblige à avoir une certaine transparence sur les moyens qu'ils vont mettre en place et les résultats qu'ils vont obtenir pour supprimer tous ces contenus. Pour les utilisateurs des plateformes qui sont repérés comme étant des gens qui mettent du contenu de ce type-là, ils s'exposent quand même maintenant à 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. D'accord. La loi dit aussi que maintenant il va y avoir une certaine harmonisation, c'est-à-dire que tout comme le bouton pour laisser des commentaires sur Apple Podcast dont tu parlais tout à l'heure, le bouton pour signaler des abus sera maintenant unifié et uniformisé sur toutes les plateformes. Et lorsque vous signalerez un contenu, la loi dit que vous devrez être tenu informé des suites de votre signalement. Donc, pour l'utilisateur, je trouve que c'est plutôt bien. Par contre, forcément, côté plateforme, ça hurle un peu parce que ils vont devoir mettre des moyens informatiques, humains, je ne sais pas, pour surveiller tout ça et pour se mettre dans les clous. Donc ça fait un petit peu polémique en France pour pas mal de raisons. Parce que déjà la députée Laetitia Avia qui a poussé ce texte-là, elle est elle-même dans une tourmente où elle a porté plainte pour diffamation parce qu'elle aurait eu des propos un peu donc c'est un petit peu compliqué. Et puis les plateformes hurlent un peu parce que ça enlève de la liberté. La Quadrature du Net s'en est aussi mêlée, donc moi je trouve que le projet va dans le bon sens. En plus, j'en ai pas parlé, mais il y a un volet éducation, c'est-à-dire que maintenant dans les programmes scolaires, il y aura aussi du contenu envers les élèves et les étudiants qui leur montreront et apprendront ce que c'est que de bien se comporter sur le net et pas forcer et signaler des choses qui n'ont pas à y être. Moi, c'est pour la protection de nos jeunes, nos enfants, ça me paraît important. Tout ce qui est harcèlement et des choses du genre, évidemment, il faut agir, il faut faire des choses. C'est dramatique ce qui arrive et les résultats, in fine, sont souvent dramatiques aussi. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien, tu as suivi un peu cette actualité-là? Moi, j'ai suivi ça de loin, de la Belgique, on suit ça d'un petit peu loin, excusez-nous. On devrait pourtant s'y intéresser d'un peu plus près pour voir un petit peu ce qui se passe de ce côté-là. Je me doute que dès qu'on légifère
soit peu sur la publication de manière globale, hein, sur Internet, qu'elle soit celle des sites, des opérateurs, des gens sur les réseaux sociaux, etc. Ça gueule toujours d'un moment ou un autre quelque part. Hein. De toute façon, toujours quelqu'un qui va gueuler. Ça, c'est assez normal, mais en même temps, il faut un peu bouger, quoi, non ? Moi, j'ai pas suivi ça de très très près, donc je découvre le podcast comme auditeur du podcast que je suis également, et je découvre la nouvelle. Et je pensais à deux choses. D'abord, c'est une loi française, si j'ai bien compris. Donc, comment est-ce qu'elle sera applicable aux acteurs non français ? Ça, c'est toujours... aux acteurs non français. C'est une bonne intention, certes, mais dans la pratique, effectivement, ils pourront contraindre les médias français où il y a des possibilités de laisser des commentaires, des fils de discussion. Mais de nouveau, les grands, et là où la majorité des discussions se font, quels seront les moyens de recours envers eux? Et puis, est-ce que c'est une obligation de moyens ou est-ce que c'est une obligation de résultat? De moyens, c'est assez facile à mettre en place, moyennant un peu d'investissement et d'organisation, mais enfin, de résultats, c'est très, 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 très compliqué. Donc voilà, pour moi, c'est plus de questions, je dois creuser un peu plus. Oui, c'est ça. Oui, sûrement. Mais d'ailleurs, justement, ça, c'est typiquement le genre de sujet, vous voyez, quand je vois ce genre de sujet, je dis, ok, on vous a communiqué l'information. Je le rappelle toujours, c'est une revue de presse. On n'a pas vraiment, on s'est pas encore fait une opinion. Honnêtement, il faudrait qu'on creuse un petit peu. Si vous, de votre côté, vous avez une opinion, un truc à dire, un truc à rajouter, une précision peut-être à amener, n'hésitez pas à le faire en commentaire, on s'en fera l'écho dans un prochain épisode, où on en discutera simplement dans les commentaires, ça peut se faire aussi. On peut lancer des débats aussi par écrit, hein. C'est pas interdit, que ce soit sur YouTube ou sur notre blog lestechno.be, n'hésitez pas à laisser vos petits messages, et voilà, et comme ça on pourra peut-être se faire une idée. Aurélien, oui. Mais pas haineux, hein, les débats. Pardon ? Pas haineux. Pas haineux. Non, justement. C'est ça l'idée, c'est d'essayer d'avoir un débat civilisé, quoi. Voilà. Bon, ok. Merci beaucoup, Aurélien, pour cette revue. On revient vers toi dans un instant. C'est pas une revue de cabaret, hein, c'est une revue de presse. RGPD, R comme RGPD, Sébastien, la prise de température illégale en Europe. J'ai peur avec ce genre de titre, quand tu me balances des titres comme ça me dit toujours un petit peu de quoi nous parle-t-on. D'abord, j'avais mis HG, parce que je dis toujours GDPR en anglais. Oui, et puis, remarquez qu'on est qu'à 15 minutes dans l'épisode, 17 minutes dans l'épisode, et on est déjà à la lettre R. Oui, ça va vite. Tout va vite. RGPD. Donc RGPD, c'est le règlement général de protection des données privées, et il se fait que une association de protection de vie privée en Allemagne interroge les tribunaux allemands pour le moment sur le fait de prendre la température des gens à l'entrée des magasins, et spécifiquement, et je ne sais pas pourquoi, sur les magasins Apple. En gros, ils se mettent contre Apple pour dire prendre la température. Donc les Apple Store ont rouvert en Allemagne, et comme mesure de sécurité, comme à plein d'autres endroits, ils ont décidé de prendre la température des gens qui rentraient et ne laisser entrer que les gens qui n'ont pas de température. Et cette association dit oui, mais prendre la température en public devant tout le monde, c'est une faille c'est un leak dans nos données privées, nos données de santé. En soi, ils n'ont pas entièrement tort. C'est vrai qu'on verra que telle personne ne peut pas rentrer parce qu'elle a de la température. La Cour ne s'est pas encore prononcée, donc on ne connaît pas l'issue de ce recours. Je ne sais pas si c'est un procès, je ne connais pas le terme juridique. C'est un conseil, un recours auprès de la Cour. Mais si elle se prononce en faveur de cette interdiction, ça va faire tache d'encre parce que la RGPD est un règlement européen. Oui. Donc a priori, ça serait interdit de prendre la température en public partout. Alors quand j'ai lu la news, moi je me suis dit mais oui mais non. Merci. Oui mais non, ça commence par parce que pourquoi Apple, ici en France, on parle des aéroports qui vont rouvrir, d'Air France qui va prendre la température, personne ne s'en offusque. J'ai pas fait mon enquête, mais je suppose qu'il y a plein d'autres magasins ou des bureaux où on prend la température à l'entrée. Donc pourquoi s'attaquer toujours au même? C'est un peu fatigant. Ça c'est la première chose. Et puis, mais ça c'est un autre avis, mais sur la prise de température en public elle-même, puisqu'on sait maintenant après plusieurs mois de confinement et d'être abreuvé de plein de news que on peut être asymptomatique, que 2, il y a 2 semaines au moins d'incubation où les gens n'ont pas de symptômes, ou prendre la température, c'est trop tard, quoi. Oui, on est malade à ce moment-là, mais c'est pas ça qui va éviter les contagions.
Non, enfin si, peut-être. On en avait parlé dans un épisode précédent, c'était avec Benoît, si je dis pas de bêtises, il y a quelques semaines. Je pense qu'Aurélien était là d'ailleurs. Et ce que Benoît nous avait dit à ce moment-là, parce j'avais aussi élevé cette hypothèse cette objection, et sa remarque avait été très pertinente, je trouve, c'est qu'au moins ça fait un tri. C'est-à-dire qu'on arrive comme ça quand même à arriver à mettre quand même de côté, isoler les personnes qui sont peut-être déjà malades ou qui ne le sont pas. Parce que la news à l'époque, on avait parlé de ça, mais c'était des systèmes de caméras en Chine qui repéraient les gens avec la température, et quelqu'un avait objecté en disant « Ouais, mais ça marche pas super bien, parce qu'il suffit que tu aies un peu couru avant, ça va tromper l'appareil, etc. » Peu importe, c'est un peu européen, quelque part, de toujours vouloir la perfection et pousser au plus loin et d'être le plus pointu. Lui, il est malade, mais il est malade de quoi, machin, etc. Alors que, en fait, le but n'est pas là tout de suite. Le but, c'est de pouvoir faire un pré-tri, quelque part, de pouvoir dire, ok, on va isoler cette personne-là, parce que potentiellement, il y a plus de risques qu'elle soit contagieuse que quelqu'un d'autre. Voilà, c'était juste ça l'idée. Alors, pourquoi est-ce qu'Apple et pas un autre ? Parce que Apple... tout simplement. Probablement. Pourquoi est-ce que Amazon n'est pas un autre ? Parce que Amazon, tout simplement. C'est comme ça. Quand on est emblématique, souvent on est au milieu de la cible, quoi. Donc c'est ça qu'on essaie d'avoir. Mais la décision est à regarder, est à suivre. Bien sûr. Parce que s'ils ont raison, ça va faire jurisprudence, et c'est pour toute l'Europe. Voilà, effectivement. Et donc là, ça va être un vrai souci de gestion de santé publique, quelque part, parce que la prise de température, c'est pas ton ADN, quoi. Elle fluctue, ta température. À un moment donné, tu vas changer de température. C'est pas... Voilà, je sais pas ce qu'en pense Aurélien, confiné. Oui, je me faisais une autre remarque. Oui. Par rapport aux choses qu'on touche, je prends un exemple. Vous allez dans un supermarché, vous avez un paquet de pâtes, vous prenez généralement le paquet de pâtes, vous le mettez dans votre caddie et vous passez à la caisse, et voilà, alors que dans un Apple Store, je pense que on touche beaucoup les produits sans acheter cela. Oui. C'est les modèles d'expo. Il y a plein d'autres exemples de magasins où on touche des choses et on en achète d'autres. Les vêtements. Et les vêtements, oui, tout à fait. J'ai pas d'autres exemples en tête, mais oui, enfin, on essaye des paires de chachures. Voilà, il y a plein d'exemples. Ceci dit, c'est pour ça qu'on prend des précautions. La question de la transmission du Covid se pose. Ouais. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça qu'on prend les précautions. Si à l'entrée, on ne prend pas que la température des gens, juste pour le plaisir de prendre la température des gens, on leur donne aussi du gel hydroalcoolique. Comme ça, si toute personne qui rentre dans le magasin s'est proprement nettoyer les mains au gel hydroalcoolique, il y a peu de chances de transmettre quoi que ce soit. Donc ça veut dire que les appareils chez Apple, ils sont sains, puisqu'ils ne sont touchés que par des gens qui se sont lavés les mains. Donc voilà. Ils vont être désinfectés à longueur de journée. Et ils vont être désinfectés à longueur de journée, parce qu'ils vont être touchés que par des gens qui ont de l'alcool plein les doigts. Donc voilà, et puis effectivement, il y a un nettoyage où on parlait de magasins de vêtements par exemple, où les vêtements, je voyais ça à Bruxelles, un magasin de chaussures, où les chaussures, quand elles ont été essayées par quelqu'un, elles sont isolées pendant 24 heures dans la pièce du fond, et puis on n'en parle plus, ou on passe un petit spray hydroalcoolique dessus pour être sûr. Enfin voilà, toutes les solutions existent. L'une d'entre elles, c'est la prise de température. Il se trouve que voilà, quelqu'un a voulu faire un petit peu le malin, et donc Apple, quoi. Ce serait l'épicerie du coin, tout le monde s'en foutrait. On n'en parlerait même pas, c'est clair. Donc voilà, c'est toujours la même chose, quoi, de ce côté-là. Là aussi, si vous avez une opinion sur le sujet, n'hésitez pas à la partager avec nous. On sera un plaisir de vous répondre ou de commenter nous aussi. Voilà. On avance bien dans ce numéro, et on est toujours à la lettre R par contre, on fait du surplace. R comme reply all. Comment éviter les tempêtes de mail ? Ça c'est un truc, ça c'est une vraie, c'est déjà, le mail est une engeance en soi, mais alors là le reply, ça c'est vraiment un truc. Sébastien, comment l'éviter ?
Les tempêtes de mail, les mailstorms, nous sommes au 21e siècle et on parle d'email, on est en 2020. Le futur ne manque pas d'avenir, comme disait l'autre, et on vit dans une époque formidable où il est toujours possible de faire un reply all. Vous savez, vous avez en entreprise des mailing lists, des groupes de discussion par email avec des centaines, des milliers. Chez nous, on a certains groupes avec plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont abonnés, et donc il y a toujours quelqu'un qui poste une question, et puis il y a quelqu'un qui va faire reply all et donner la réponse, et puis là-dessus il y a 2-3 personnes qui vont se dire mais je suis pas intéressé par cette mailing list, pourquoi je reçois du trafic, donc ils vont dire unsubscribe, sachant que c'est très simple. Et puis il y en a qui vont dire c'est très old school. Non mais ça c'est du vécu, hein. Je sais pas en train de faire de la science-fiction, je l'ai vécu. Et puis il y en a toujours un ou deux très gentils qui vont dire il faut pas faire unsubscribe, il faut aller sur tel site web pour se désabonner, mais ils vont faire ça en faisant un reply all aussi. Et faites le calcul, et les chiffres que je donne sont réels sur un cas qui est arrivé chez nous il y a quelques années, 20 000 personnes sur une mailing list, 50 réponses en 10 minutes, 50 reply all, ça fait 1 million de messages que le serveur doit absorber, et les clients dispatcher, le réseau, le stockage du serveur, les disques, enfin, etc. Donc ça met un serveur mail à plat. Mais littéralement, le seul moyen, c'est de débrancher la prise, attendre que les gens arrêtent de faire des reply all, peut-être aller effacer quelques mails à la main, et puis rebrancher la prise. Je parle de la prise réseau, évidemment. Et donc, pour pallier à ça, il y a une technique assez ancienne qui est les grands groupes, on les modère, c'est-à-dire on peut pas envoyer un mail, le mail arrive chez un modérateur qui doit dire « Ok, je l'approuve ». C'est comme ça qu'on fait chez nous. La plupart des grosses boîtes font ça, je suppose. Et là, tout d'un coup, Microsoft, parce que c'est quand même eux qui ont le serveur de mail le plus utilisé en entreprise, il s'appelle Microsoft Exchange, et puis il y a Office 365, ajoute une fonctionnalité dans le serveur qui dit le serveur lui-même, tout seul, intelligemment comme un grand, va bloquer les reply all si on a trop. Si ça commence à faire cet effet cascade que j'expliquais, le serveur va arrêter tout seul. Voilà, 2020, le mail a dû être inventé dans les années 70, les 80, tout cassé. Donc ça fait un bon 40 ans, quoi. Pourquoi maintenant ? Mais pourquoi maintenant ? Donc voilà, ça m'a fait rire de voir cette annonce, parce que c'est un vrai problème pour tous ceux qui gèrent. On pourrait, je pense, faire un hors-série mais de 2 heures avec toutes les anecdotes qu'on a avec ce genre de couillonnade. On parlait du RGPD juste avant. On peut se demander si quelque part il n'y a pas un souci là aussi quand vous êtes abonné ou que vous faites partie d'une association quelconque et que quelqu'un envoie à tout le monde en visible, parce que le reply all ne fonctionne que si on voit les adresses email des autres membres. Donc ça pose vraiment des questions, hein, sur le plan éthique et sur la c'est clair, en entreprise, le GDPR ne s'applique pas puisque ce sont des données liées à un autre emploi, à un autre contrat de travail. Mais si on fait partie d'associations quelconques et qui gèrent des mailing lists et qu'on voit tous les noms, moi ça me pose problème. Les scouts pour mes enfants, par exemple, quand ils envoient un mail à tous les parents, je vois les adresses email de tous les parents. Alors j'ai peut-être signé un truc quand je les ai inscrits aux scouts qui disait que j'acceptais que, je m'en souviens pas. Mais si on veut respecter la loi, ils doivent effectivement nous faire signer un de ces papiers électroniques ou autres qui nous explique quelles données ils collectent et quel usage ils vont en faire. Parce que je reprends l'exemple parce que là, on nage un peu dedans pour l'instant, mais imaginons que c'est du vécu aussi, hein, en partie en tout cas, que tu es membre d'une association de patients d'une certaine maladie et que quelqu'un envoie à tout le monde avec des adresses visibles. Moi, si je suis membre de cette association, j'ai pas demandé ou je n'ai rien signé qui dit que je veux que ces gens soient au courant que j'ai cette maladie, par exemple. Tu vois, ça pose vraiment question. Hein, C'est 2 problèmes différents. Il y a le problème des mailing lists en général, ouvertes, et le problème du reply all, qui est cette amplification exponentielle de mails et de trafic qui met une infrastructure informatique à genoux. Et alors le truc un peu vicieux, tu rajoutes quelqu'un à la liste qui n'y était pas initialement. Je veux dire, mais pourquoi je reçois ça ? Reply all. Je sais pas si c'est déjà arrivé à Aurélien. Du coup, j'ai l'impression que j'ai du vécu aussi. Hein, alors là, c'est le directeur de l'école de mon fils qui informe tous les parents par mailing où on voit tout. Donc voilà. Je sais pas. On est en 2020 et donc il y a des gens qui lui disent merci et tout le monde reçoit. Donc,
Oui, c'est très particulier, effectivement. Si vous aussi vous avez su ce type d'expérience, n'hésitez pas à la partager. Voilà, après on va dire que c'est la crise. On va laisser ça sur le dos de la crise. On va mettre ça sur le dos de la crise, effectivement. Donc alors on pourrait dire aussi, ah ouais, mais les réseaux sociaux, ça a quand même bien amélioré les choses, les groupes Facebook et les machins du genre. Je ne suis pas convaincu du tout que d'aller mettre toutes ces informations sur un réseau social tel que Facebook ou autre d'ailleurs, ce serait la meilleure solution. Soyons très très clairs. Donc je pense que c'est une façon détournée de contourner le problème, quoi. Si on peut dire. Juste pour terminer et être précis techniquement, donc ça sera disponible dans Office 365 et Exchange Online pour les entreprises. D'accord. Et le serveur va bloquer automatiquement s'il y a 10 reply all sur des groupes de discussion de 5000 personnes ou plus. Dans ce cas-là, le serveur bloque automatiquement pendant 4 heures. Ouais, en termes de spam individuel, oui, mais le but ici, c'est de protéger le serveur. Oui, c'est ça. C'est de ne pas faire tomber l'infrastructure de mail. C'est pas une protection de l'usager, c'est une protection des infrastructures, en fait. C'est ça l'idée, quoi. Ok. C'est un espèce de fusible, en fait, virtuel. C'est un peu ça. Ok. Bon, on passe à la suite. Ça, c'est peut-être le sujet, le cœur du sujet de la semaine, j'ai presque envie de dire. C'est cette fameuse application Stop Covid. Alors, ça tombe bien que ce soit de nouveau toi qui soit avec nous, Sébastien. Tu vas pouvoir apporter sans doute ta petite pierre à l'édifice, parce que tu nous avais très très bien expliqué lors de ton dernier passage comment fonctionnaient les spécifications qui avaient été dictées à la fois par Apple et par Google conjointement pour pouvoir élaborer une application de ce type-là. Évidemment, la France a voulu faire autrement et a commencé l'élaboration d'une application qui devrait voir le jour un jour. On va dire ça comme ça, Aurélien. Une application qui est pas si transparente, ou alors totalement transparente, parce qu'il n'y a rien dedans. On ne sait pas très bien, en fait. Explique-nous et reprends les choses peut-être du début, quoi, de la genèse de cette application aussi. Alors, la genèse de cette application. La France a dit, je vais mettre au point avec l'INRIA une application pour que les utilisateurs volontaires, j'insiste sur le mot volontaire, équipent leur smartphone de cette application et puissent, au cours de leur déplacement, quand ils rencontrent quelqu'un, récupérer des identifiants d'autres personnes équipées d'un smartphone qui a l'application. Voilà, on fait un listing un peu des gens qu'on a côtoyés, et si une des personnes a des symptômes ou a une suspicion de Covid, elle le signale sur son application et moi je serai informé puisque j'aurais détecté je me serais approché de cette personne à ce moment-là. Voilà, c'est ce qu'on appelle le tracing en fait, voilà. Qui se fait selon différentes méthodes selon les pays. En Belgique, ça va se faire sur coup de fil téléphonique. C'est-à-dire que voilà, si alors, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un peu plus archaïque effectivement. Ça n'utilise pas d'application, donc on évacue cette problématique et voilà, et ça n'énerve personne jusqu'à présent. En tout cas. Donc ici, on parle qu'il faudrait au moins, si je ne dis pas de bêtises, quelle que soit l'application de tracing, c'est pas nécessairement la française, mais c'est pour que ce soit efficace dans une population, il faut qu'au moins 60% de la population l'utilise, sachant que il y a également, c'est pas 60% des utilisateurs de smartphones. Or, tout le monde n'a pas un smartphone. Donc déjà, il y a un biais un peu violent pour arriver à faire en sorte que cette histoire d'application soit d'une réelle efficacité lorsqu'il s'agit du tracing. Et donc la France a fait ça. Voilà. La France s'est dit on va faire ça et on va faire ça de manière hyper transparente, open source, ouverte. Les gens pourront auditer le code pour voir si voilà. Et donc je crois que c'est le 11 mai, il y a eu un dépôt sur GitLab, donc cette plateforme où on dépose le code, généralement des projets open source. Sébastien l'expliquera bien mieux que moi. Avec communiqué de Cédric Hall, le responsable du numérique, le secrétaire d'État au numérique, qui dit voilà, c'est bien, on a fait notre premier dépôt, vous allez pouvoir regarder un peu le code. Et alors là, quand on va sur GitLab, et on vous a mis un lien dans la description pour aller voir,
vous avez quelques fichiers texte, un fichier PDF avec l'architecture globale de l'application, mais vraiment sous forme de schéma bloc. Donc voilà, on est encore à un niveau très élevé. Hein. Concernant voilà, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que les données sont confidentielles, comment c'est crypté, est-ce que nos données sont protégées, est-ce que c'est anonymisé, voilà. Là-dessus, rien. Mais alors, rien de rien. Du coup, donc c'est un peu effet d'annonce. Je fais que des news politiques entre la. je me recycler. Donc rien. Donc on attend toujours et donc c'est un peu un flop tout ça. Et en plus, l'INRIA a dit que pour des questions de sécurité, il y a des parties du code qui resteront non visibles, non documentées et non accessibles au public. Donc c'est de la transparence mais floue. C'est de la transparence avec des morceaux cachés. Donc, voilà. Juste une petite parenthèse, Aurélien. On t'entend très bien. Ce que je voulais dire, donc pas besoin de parler fort. On t'entend très très bien. Donc, non, j'ai dit ça parce que si d'autres ont aussi des oreillettes comme moi, c'est-à-dire intra-auriculaires, à mon avis, t'as pété 2 ou 3 tympans sur la. Bon, voilà, c'est autant le savoir. Hein, c'est ta faute. On donnera ton adresse. Et puis les notes d'ORL de nos auditeurs. Mais voilà, c'est juste une petite parenthèse. Voilà, c'est ça. On fera une mailing list avec reply to all. Donc, c'est de la transparence floue, comme je disais. Sébastien, qu'est-ce que tu en penses, toi? Voilà. Oh, j'ai plein de choses à dire, je sais pas par où commencer. D'abord, la sécurité par l'obfuscation, par l'obscurité, ça ne marche pas. Si on veut qu'une application soit secure, le code source doit être disponible, auditable par tout le monde. Ouais. Au plus il y aura de perdus, au plus il y aura de cerveaux qui regarderont le code, au moins il y a de chances qu'un bug puisse passer à travers les mailles du filet. Donc la sécurité par l'obscurantisme, ça n'a jamais marché. Si je puis me permettre, il y aura moins de suspicion aussi de quoi que ce soit. Une fois que c'est contrôlé par la masse, voilà, c'est un moyen aussi. Voilà. Un moyen d'audit. Oui. Deuxième chose, j'ai été un peu regarder ce repo GitLab, effectivement, il y a de la doc, mais c'est essentiellement la doc du protocole Robert, donc celui que j'expliquais la fois passée, donc le protocole Robert, l'abréviation c'est Robust and Privacy Preserving Proximity Tracing. Donc ROB, Robust Preserving R Tracing T. Donc c'est le protocole qui permet d'échanger les tokens, de rapporter qu'on est malade, de savoir si on a été tout proche d'une personne. Qui anonymise aussi quelque part le listing, quoi, hein, dont parlait tout à fait. Privacy Preserving, donc en préservant la privacy. Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Vous savez, moi j'ai toujours tendance à croire en la bonne foi des gens et je crois que c'est un début. Voilà, ils ont commencé, ils ont publié la doc. C'est peut-être pas là où ils font le travail. Quand les développeurs travaillent et rajoutent du code, on peut synchroniser des repos comme ça toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Peut-être qu'on va voir apparaître du code dans une semaine ou 2 semaines. Pour le moment, donnons-leur le bénéfice du doute. Je remarque juste que pendant ce temps-là, de l'autre côté de la Manche, la NHS, donc la sécurité sociale anglaise, a publié sur GitHub, qui est un équivalent à GitLab, qui appartient à Microsoft, mais non, enfin bon, ça c'est une autre histoire, a publié du code source pour l'appli Covid-19 iOS et Android. J'ai été faire un tour, il y a un peu plus de code. Ceci dit, ça n'a pas l'air d'être du code vraiment au cœur de l'application, ça a l'air d'être du code de reporting, de test, et des trucs comme ça. Donc j'ai pas l'impression que les Anglais sont beaucoup plus engagés que les Français sur ce côté-là. Bête question, parce que c'est une solution, le fameux Robert en question, c'est une solution décentralisée, si je ne dis pas de bêtises. Donc est-ce qu'on est obligé d'utiliser une application nationale? Est-ce qu'on pourrait pas avoir une application universelle qui fonctionnerait ainsi dans tous les pays au moins européen, on va dire, qui nous permettrait de si on voyage éventuellement pour des raisons professionnelles, puisque les voyages pour l'instant d'agrément sont interdits, donc, mais si on doit se déplacer, qu'au moins l'application fonctionne partout où on doit aller, quoi. En fait, il y a toujours ce besoin de reporting dans une base de données qui connaît l'ensemble des tokens qui ont été à proximité, qui sont malades d'abord et qui ont été à proximité des autres tokens. Et ça, il faut à un moment mettre l'information quelque part. Alors que ça soit centralisé au niveau d'un État, centralisé au niveau de l'Europe, ou je sais plus avec qui je le disais. C'était peut-être dans cet épisode-ci, mais enfin j'en ai parlé. C'est un bon cas d'utilisation pour la blockchain aussi, puisque ça c'est par définition une base de données non centralisée que tout le monde peut vérifier.
Je ne sais pas pourquoi personne n'a parlé de la blockchain pour Moi, j'en avais parlé il y a 2 semaines ou 3. Voilà. Je pense, c'est même ça. Oui, c'est... Pour une fois, hein, voilà, je vais mettre l'autre Sébastien à dos. Pour une fois, voilà une bonne utilisation de la blockchain, un truc intelligent. Non, c'est une utilisation qu'on pourrait faire. Ça peut être un usage. Voilà, c'est pas que pour faire des crypto-monnaies. La blockchain, on le sait tous. Ça va plus loin. Et donc là, pour le coup, ça vaudrait quand même l'intérêt de se pencher sur la question. Voilà. Donc sur le coup du gouvernement français, je leur laisse le bénéfice du doute, en attendant encore une semaine. Ouais. Sur le coup de Robert, et je voudrais amender ce que j'avais dit il y a 2 semaines, parce que j'ai lu un peu pas mal d'articles depuis, il y a quand même des questions qui se posent en matière de privacy. Alors pas tellement pour savoir si moi je suis malade et où j'ai été en contact, ça le protocole le couvre bien et c'était analysé par des chercheurs en Allemagne, l'INRIA en France, mais il y a quand même moyen d'utiliser le système à des fins détournées. Je prends 2 exemples. J'ai envie de savoir si quelqu'un a le Covid dans mon immeuble. Je prends un vieux téléphone Samsung qui traîne dans un tiroir, j'installe l'application, je la mets dans ma boîte aux lettres, tout le monde passe devant la boîte aux lettres. Ah, oui. Si après 2-3 jours on me fait une notification, ben ça veut dire que dans mon immeuble, il y a eu quelqu'un qui est malade. Je ne sais pas qui, mais enfin, je sais que dans mon immeuble, il y a quelqu'un qui était malade. Ça pourrait être le cas, mais il me semble qu'il faut quand même rester à proximité pendant un certain temps. Relever sa boîte aux lettres, est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit pas? C'est ça. Pas. Et l'autre contrainte, je te coupe 2 secondes, parce que on ne les a pas toutes évoquées, effectivement, c'est qu'il faut que le Bluetooth soit actif, et que bien souvent, pour des questions de conservation de la batterie de son smartphone, on le désactive, ou par sécurité aussi. Plein de gens, moi je connais plein de gens qui désactivent le Bluetooth parce qu'ils n'en ont pas l'usage, tout simplement. Ils ne s'en servent pas du tout, et donc il est désactivé. Donc non seulement il faut que 60% de la population soit utilise, donc c'est bien plus que 60% des utilisateurs de smartphones, du coup, et qu'en plus leur Bluetooth soit activé. Donc autant dire qu'on n'atteindra pas les 60% de la population. Me semble-t-il. Un autre exemple, je suis étudiant, j'ai pas envie de faire mes examens de fin d'année, bon, il y en aura peut-être pas, c'est un autre problème, mais je me déclare positif, même si c'est pas vrai, et puis je laisse mon téléphone à l'école, dans les casiers de l'école, ou à un endroit planqué dans l'école, de manière à ce que tout le monde qui croise ce téléphone, qui reste à proximité de ce téléphone à l'école, soit suspicieux, et donc on ferme l'école. Donc il y a des enfin je veux pas vous donner des bonnes idées, des mauvaises idées. Oui, c'est ça, j'ai en train de donner des... Il y a des usages détournés. Non, mais il y a une liste comme ça de cas. Oui, c'est ça. Je pense que celui qui a inventé le téléphone, il a dû faire tous les cas possibles d'appel de dénonciation, d'appel à la bombe, tu vois, des trucs. Voilà. Enfin, je dis ça, mais oui. Enfin. De toute application, on peut en faire quelque chose, un hack malsain, ou enfin, on peut tout détourner à un moment donné. C'est malheureux. Mais revenons à la news. La news, c'est il n'y a pas de code source. C'est une application sans code source. C'est un truc qui a été créé. Enfin, c'est une application qui. C'est vrai, quand on commence à développer une application, on appelle 1 ou 2 commandes qui nous met la structure du projet en place. Mais globalement, c'est ça, plus un peu de doc qu'il y a pour le moment. Tu t'attends à plus, Aurélien, dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent? Il faudrait peut-être qu'on l'ait avant que l'application, enfin que les gens aient le temps d'auditer le code avant que l'appli soit sur les stores, quoi. Il faut pas trop traîner, quoi. Ce qui me dérange vraiment, c'est de dire des parties seront pas publiées en open source pour protéger nos infrastructures et pour protéger la sécurité de notre mécanique interne. Et ça, à mon avis, c'est la mauvaise mentalité à avoir sur ce coup-là. Oui, enfin, je suis d'accord avec toi. Plus on est transparent, surtout sur un truc, de nouveau, qu'on va demander aux gens d'utiliser pour des raisons sanitaires, pour des raisons d'entraide, tout simplement, de dire voilà, ça peut aider à endiguer le virus, faites-le, mais il faut, à ce moment-là, si on dit ça, faites-le en regardant les gens dans le blanc des yeux, il faut vraiment donner toutes les garanties, quoi, et le seul moyen, c'est d'être transparent, ça me semble assez évident. T'avais un truc à rajouter, Aurélien, sur cette news ou pas? Non. Parlons d'autre chose. Parlons d'autre chose, voilà. C'est toi qui l'as amené, je suis désolé. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que tout le monde en parle un petit peu en travers, etc. On a vu sur l'application, le principe même de l'application de tracing, j'ai eu plein de commentaires, j'ai entendu plein de gens qui ont dit beaucoup de bêtises sans s'être même intéressés à ce qu'était la proposition d'Apple et Google, sous prétexte que l'un prend la température des gens devant leur magasin et que voilà. Non, mais voilà, c'est exactement la même chose. Je veux dire, c'est
parce que c'est Apple et Google, c'est forcément les grands méchants, et donc il faut s'en méfier. Il faut pas être non plus complètement demeuré, il faut ouvrir les yeux, mais sur le coup, ce qu'ils ont présenté, on revient là-dessus 2 secondes, c'est pas totalement crétin, et c'est pas totalement... voilà, ça a l'avantage de faire avancer le débat, en tout cas. C'est aligné sur le protocole Robert aussi, donc c'est le même principe de fonctionnement. C'est juste que c'est une implémentation qui serait donnée à tous ceux qui veulent l'utiliser, plutôt que les États doivent redévelopper ça eux-mêmes. Ben oui, c'est ça. Bon, on peut passer à la suite alors. Ils vont être confinés un moment, ces deux-là, je pense. On va parler de SpaceX. Un petit dépaysement ce 27 mai. On enregistre le 14, donc c'est dans 2 semaines, si je dis pas de bêtises, un peu moins de 2 semaines. Premier vol habité pour SpaceX vers l'ISS avec la capsule Crew Dragon. Aurélien, ça c'est un événement, un véritable événement. Oui. Je pique les news de l'ancien Sébastien qui était un fan de Sébastien Arbogast qui était un fan qui est toujours un fan de tout ce qui est espace. J'ose le croire, oui. Oui, je pense que ça il pouvait tenir un quart d'heure sans problème. Sans problème. Il a raison. Donc le 27 mai, donc il y a une capsule Crew Dragon de notre ami Elon. Qui décollera à 22h32 heure française, et vous pourrez suivre tout ça en live. Pareil, il y a le lien dans la description avec déjà le lien pour suivre le live est déjà prêt. Donc pour aller sur l'ISS, la station spatiale internationale, les Américains sont jusqu'au 27 mai ou étaient dépendants de la Russie. Et maintenant ne le seront plus, puisque avec SpaceX ils vont pouvoir aller de manière habitée, alors qu'avant c'était que des ravitaillements sur l'ISS pour faire des rotations de personnes. Donc là c'est les 2 personnes qui partent, les 2 astronautes qui partent, ils font juste l'aller-retour, mais voilà, donc c'est un très très belle prouesse technologique qu'il faudra regarder en live. Je pense que ça c'est vraiment des grands moments qu'il faut vivre en direct. C'est ça, je suis un peu de cet avis-là aussi. Je sais que ça a perdu beaucoup de sa superbe, entre guillemets. Les gens sont un peu blasés, en tout cas les jeunes, quand ils voient des trucs comme ça. Bah ouais, tiens, la fusée elle est partie, ah bah tiens, elle est revenue. Voilà, un peu blasé. Moi, je continue à trouver ça magique, quelque part. En tout cas, technologiquement, super intéressant et tout. Et voilà, moi, j'aime bien suivre ce genre de choses-là. Et quand je regarde un direct comme ça, c'est pas malsain. Il y en a qui regardent ça en disant ça va péter, c'est sûr que ça va péter. Non, ça doit marcher, ça doit réussir. Il y a des vies en jeu quand même, il faut quand même pas déconner. Et en plus de ça, moi je l'avais déjà dit il y a quelques temps, je sais pas ce qu'en pense Sébastien, Elon est arrivé avec SpaceX à donner une image de la je vais prendre le grand terme générique, conquête spatiale, un côté avec un look futuriste qui va bien. Quand tu reprends la campagne Apollo et que tu vois le décor un peu, je vais pas dire archaïque, mais un peu rugueux, tu vois, des trucs avec des grosses vis, avec des colsons qui tiennent les machins ici. Ici, ils prennent le soin de colsonner les câbles derrière des panneaux pour pas qu'on les voit, parce qu'il faut que ce soit lisse, que ce soit blanc, que ce soit clean. Que l'image soit belle. Hein. Mais oui, mais il est arrivé à donner cette image assez fantastique, où tu dis même la nouvelle combinaison qu'ils ont mis au point pour leurs équipages, elle est stylée, quoi. Il arrive à donner, à redonner quelque part une imagerie de tout ce qui est spatial, qui est de notre époque, pour le coup. Je sais pas ce que t'en penses. Quand un entrepreneur avec de grandes ambitions et un homme marketing génial, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il sait communiquer, et il sait utiliser les médias, se lance dans ce genre d'aventure, ça fait des belles images forcément. Ouais. Et on était à une époque d'images. Parce que même quand tu vois la tour de lancement de ces fusées, là aussi, on va pas laisser les trucs tout nus, quoi. On va les habiller avec des belles cloisons. Ça sert à rien du tout. Hein. On est d'accord. Enfin, d'un point de vue purement technique, ça n'apporte pas. C'est
juste de l'image, mais c'est de la belle image, et moi je trouve que ça redonne un look, un truc un peu, moi quand je vois les panneaux de contrôle, il n'y a pas un bouton physique, ou presque, hein, j'exagère, mais c'est des grands écrans tactiles, ils sont installés comme des pachas dans leur capsule. Moi je trouve ça fait vibrer, quoi, ça fait, voilà. On en même temps sur la Tesla ou... Oui, je pense, mais si ça se trouve il y a des économies d'échelle partout, hein, si ça se trouve les pneus sont peut-être ceux de la mais je trouve ça fantastique. Alors on croise les doigts, évidemment. Je pense que les deux bonshommes qui montent dans la capsule ne doivent pas emmener large, mais comme ceux qui sont partis précédemment non plus, hein, c'est un peu le prix à payer, malheureusement, de ce genre d'innovation technologique extrême. Je pense que voilà, c'est à suivre, effectivement. Mais oui. Quel chemin depuis que mes parents m'expliquaient qu'on les avait levés au milieu de la nuit un certain 21 juillet 1966, 7, 8, quelque part par là. 8, 67, 8, 9. On vérifiera, on mettra dans les notes du podcast. Mais pour voir en direct des images tout à fait pourraves et pourries qu'on les voit maintenant, où on devine à peine quelque forme en noir et blanc. Je vous ai pas montré l'image d'Aurélien quand on essaye de faire un Skype avec Aurélien. Ça, c'est un... Oui, ici on est en HD, quoi. Ils arrivent à nous envoyer de la HD en couleur, voilà, alors qu'effectivement les images qui nous venaient d'émissions Apollo, entre autres, hein, ce sont celles emblématiques qu'on a beaucoup d'entre vous ont vu à la télévision. Effectivement, il y a trois taches noires qui se trimballent et tout le monde dit il a marché sur la Lune. C'est juste magnifique, quoi. Voilà. Donc à suivre, 27 mai. Donc le lien est effectivement dans l'article, mais je pense que si vous suivez ça un petit peu sur les réseaux sociaux, vous en aurez l'écho avant. Tu voulais rajouter un truc, Aurélien, peut-être, ou pas ? Oui, j'ai une news dans la news, si vous voulez. D'accord. Au sujet d'Elon Musk, j'ai vu ça en faisant ma revue de presse. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un heureux propriétaire d'une Tesla en Grande-Bretagne qui vient d'avoir sa Tesla. Il fait quelques kilomètres avec, et en roulant, il a eu le volant dans les mains, mais plus de lien entre le volant et le truc. Donc quand vous dites que Elon Musk c'est du beau mais pas fonctionnel, ça m'a fait penser à ça. Donc heureusement il a réussi à s'arrêter sans heurter personne ni quoi que ce soit, mais vous pouvez fouiller, j'ai vu ça sur un site, enfin c'était un article qui sortait de Turbo, je crois. D'accord. Il y a un boulon dans le truc, il tient le volant, c'est con, on l'avait oublié. Bon, voilà, voilà. C'était sous garantie, de toute façon. J'espère que ça n'arrivera pas aux deux gars qui vont partir le 27 mai. Non, il n'y a pas de volant. Ils ont réglé le problème, ils n'ont pas mis de volant. Elle fonctionnera beaucoup moins bien après. Ceci est... Oui, c'est ça. Grognou. Non, mais ceci étant dit, la capsule Crew Dragon, pour aller jusqu'au bout de l'idée, elle a déjà fait le voyage une fois, aller-retour, sans personne à bord. Donc voilà, les bons hommes sont à bord, mais je pense qu'ils contrôlent 2-3 trucs quand même, ils poussent sur les boutons, mais voilà, c'est la température de la clim, quoi. Oh, c'est ça, quoi. Il fait un peu chaud, Jack. Je diminue, tu vois. Oh, il fait un peu froid. Je augmente. Voilà. C'est un peu ça l'idée aussi, mais bon, pas que. Hein. Soyons très clairs. Allez, on passe à la suite. Oui, il y a une faute, c'est pas un B, c'est un D, c'est Thunder, c'est pas Tumber, n'importe quoi d'ailleurs. Spy plus Thunderbolt égale Thunder Spy, et une petite faute de frappe dans notre titre, mais on corrigera évidemment dans la description. Sébastien, de quoi s'agit-il ? Je plaide coupable pour la faute de frappe, c'est moi qui l'ai faite. Thunder Spy. C'est une faille de sécurité, j'aurais pu remplir l'agenda de cette semaine rien qu'avec des failles de sécurité. C'est une faille de sécurité trouvé par des chercheurs après 2 ans de recherche sur l'interface Thunderbolt qui s'applique à vos PC et vos Mac, et qui globalement permet de donner un contrôle complet à l'attaquant si il a un accès physique à votre machine, s'il peut brancher un câble Thunderbolt et aller bidouiller un poil le connecteur Thunderbolt. Donc ça donne un accès, ça permet de bypasser pas mal de contrôles du port et d'accéder à la mémoire
mémoire. Une fois qu'on a accédé à la mémoire, là, on est comme dans un magasin de jouets. C'est ouais, on Youpi. fait ce qu'on veut. Ouais. Alors, pourquoi j'ai relevé ça? C'est pas tellement pour noter la faille de sécurité, mais si quelqu'un a un accès physique à votre machine et est capable de l'ouvrir pour aller bidouiller un peu un connecteur, vous avez d'autres problèmes à résoudre qu'une attaque possible par Thunderbolt. Franchement. Et donc, quand je vois des trucs comme ça, je me dis, OK, c'est beau, c'est bien. Enfin, intellectuellement, je comprends la démarche. Bravo, ça mérite d'être publié, et ça doit être publié, fixé, etc. Mais franchement, les conditions pratiques de cette attaque-là font que, OK, peut-être, si vous êtes dans des cas d'espionnage industriel, ou imaginez vous êtes dans un hôtel, vous laissez votre laptop le soir dans l'hôtel, et quand vous revenez, c'est plus tout à fait exactement le même laptop, vous ne vous en rendez pas compte. Oui, ça peut-être, mais pour vous et moi, vous inquiétez pas, même si vous avez du Thunderbolt sur votre PC, vous ne serez pas attaqué par cette attaque. Oui, mais tu fais bien de le dire, parce que c'est un hack physique, quelque part. Dans l'histoire de l'espionnage, il n'y a eu que des hacks physiques par le passé, du micro dans le téléphone, enfin, tu vois, donc c'est tout à fait plausible, autant en parler, c'est vrai, et autant faire attention si tu es chef d'entreprise ou responsable d'un produit quelconque ou ingénieur, et que pour voyage d'affaires tu pars avec ton portable avec dedans toutes les informations, etc. Il vaut peut-être mieux pas s'éloigner trop longtemps de sa machine, quoi. Mais ça de manière normale, je serais tenté de dire. Dans la boîte où je travaille, on peut pas, et on a une liste de pays où si je peux pas partir avec mon laptop, je dois demander un laptop de remplacement, prendre le minimum de fichiers avec moi, et je peux pas partir avec mon laptop. Pour ces questions-là, on est une cible potentielle. Et donc on prend pas de risque. Oui, parce que... Mais je veux dire, si j'ai accès comme ça physique à la machine, il y a tellement d'autres choses à faire, c'est beaucoup plus simple que de faire ce hack-là. Parce que fatiguerait à faire ça. Tu peux installer un cheval de Troie, enfin un keylogger, c'est ça. Tu peux tout imaginer, effectivement, très facilement, avec une simple clé USB, attaquer le système aussi assez rapidement, et ce sera certainement moins visible aussi, je pense. Mais bon, voilà, ça existe. Autant le savoir que ça existe, le Thunder Spy. Donc du coup, je sais pas si Aurélien avait un truc à rajouter ou pas. Il va me dire non. Si, je suis bavard ce soir. Oui, mais vu que j'ai pas la vidéo, je suis bavard. Non, je voulais juste savoir, Sébastien, tu te plaignais qu'il y ait beaucoup de... J'ai fait le même constat que toi, de news sur les problèmes de sécurité. Est-ce que vous considérez que le problème de volant de la Tesla, c'est une faille de sécurité ou pas? C'est une forme de problème de sécurité. C'est un autre genre de sécurité. C'est un autre genre de sécurité, mais c'est une faille en tout cas. C'est la faille entre le volant et le tableau de bord, c'est une faille. C'est ça. C'est comme on dit souvent en informatique, c'est la personne entre l'écran et la souris, ou le siège. Entre le clavier et le siège. Voilà aussi. Ici, le problème est entre le tableau de bord et le fauteuil aussi. Bon, ok. Bon, je pense qu'on a bien fait le tour de cette question. On n'a pas fini de parler de sécurité, effectivement. Puisque avec Aurélien, on va parler puisqu'on est déjà à la lettre W pour Windows 10, avec un titre « Avant ça pua, maintenant non ». J'aime beaucoup, parce qu'il faut préciser ce que c'est PUA, c'est l'acronyme de quelque chose, mais tu vas nous le préciser, je pense. Oui. PUA, c'est l'acronyme de Potentially Unwanted Application. D'accord. Alors en fait, j'ai trouvé la news pareil, un peu comme Sébastien, intéressante au début, et après je me suis dit mais finalement, qu'est-ce que ça va changer? D'accord. J'explique. Il est chouette cet épisode, je veux dire. Ah mais on essaye de faire aussi bien que Sébastien et Xavier. Donc Windows 10, des mises à jour. Oui, il y en a tous les 4 matins. La mise à jour 2004. De mai 2019, donc, va introduire une protection contre les applications potentiellement non voulues. C'est-à-dire, vous téléchargez sur n'importe quoi, un petit freeware, un petit truc utile, que vous jugez utile. Quand vous l'installez, faites toujours attention, parce qu'il y a toujours... une autre chose qu'on vous installe sans forcément que vous ayez envie. Donc,
faut faire toujours attention quand vous dans les tunnels d'installation. Le suivant est parfois faut aller doucement, quoi. Faut toujours lire. Et donc, dans Windows 10, dans l'article qu'on vous propose, on vous explique que si vous allez dans Sécurité et Maintenance, il vous avez 2-3 clics à faire et vous arrivez sur une sécurité qui interdira, ou en tous les cas vous préviendra, lorsque vous installez quelque chose de plus que ce que vous vouliez installer initialement. D'accord. Ce qui est drôle, en fait, c'est qu'on fait des articles pour dire dans la nouvelle mise à jour, la sécurité sera par défaut. Alors qu'aujourd'hui, elle existe, mais elle n'est pas active par défaut. D'accord. Du coup, très bien, mais in fine, si j'ai envie de l'activer, aujourd'hui je peux l'activer. Alors oui, ça nous met au courant que ça existe. Et demain, ça sera actif par défaut et on pourra le désactiver parce qu'il y a des gens qui se plaignent déjà qu'ils veulent pouvoir le désactiver. Donc ils veulent installer des merdes en fait. Pardon ? Ils veulent pouvoir installer des merdes en fait. Oui, c'est leur droit. Ou c'est des développeurs qui sont gênés par certaines choses. Autre mini-news, cette mise à jour de Windows 10 faciliterait aussi, ou en tous les cas accélérerait tous les systèmes d'indexation, donc la recherche de fichiers serait plus rapide. Ah bon ? Je demande toujours à voir, mais pourquoi pas. Oui, on se demanderait bien pourquoi d'ailleurs. Tout d'un coup, ça serait plus rapide. C'est un truc qui s'améliore en activant quelque chose sous Windows, c'est quand même très très bizarre, quoi. C'est presque malsain comme comportement. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien de cette histoire déjà d'application, on va dire malveillante, mais potentiellement malveillante. Donc ça veut dire quand même qu'il y a de l'arbitraire quelque part. C'est toi qui disais le plus gros problème en informatique, il est entre le clavier et la chaise. Moi, je travaille en informatique, si j'avais pas des utilisateurs, que des systèmes à gérer. ça serait Quel confort. Au moins, les machines, elles sont prévisibles. Non, mais sérieusement, dans la plupart des trucs qu'on essaie de vous protéger sur vos PC ou sur vos Mac, c'est des choses que vous installez vous-même. C'est vous-même qui allez aller sur un site web et taper votre numéro de carte de crédit. C'est vous-même qui pensez avoir téléchargé un hack d'un machin et trucs, et vous vous retrouvez avec du hardware, des trucs qui vont mettre des pubs, 20 000 pubs à l'heure sur votre PC. Donc, les erreurs, elles viennent de l'utilisateur, enfin les erreurs, on peut pas appeler ça une erreur, manque d'information, manque d'attention, c'est Aurélien ou toi qui disait il faut lire tout, et oui il faut lire tout, et la plupart des gens ne le font pas, soyons réalistes. Suivant. Exactement. Et donc les constructeurs, ils font quoi ? Ils essayent de se protéger, de vous protéger en mettant des barrières, en passant par des App Store, que ce soit Apple ou Microsoft, où les applications sont signées, sont vérifiées, ça n'enlève pas tous les problèmes, mais quand même, ça simplifie beaucoup. Et puis ils vont toujours aller plus loin. Maintenant, si on ne télécharge pas par l'App Store, mais quand même mettre des mécanismes pour vous protéger. Ça existe sur Mac. Je sais très bien que ça arrive sur Windows. Et si ça peut éviter quelques infections chez Madame Michu, tant mieux pour Madame Michu. Pour parler d'Apple, 2 secondes, c'est vrai que quand tu installes une application qui n'a pas été, entre guillemets, visée et qui est considérée comme étant... elle n'est pas signée, elle a été téléchargée et donc il n'y a pas de contrôle dessus, etc. Il manque un petit quelque chose quand même entre le tout ou rien, quelque part. Parce qu'il y a des applications qui sont, je parle là d'applications plus professionnelles, qui n'ont rien à faire sur l'App Store, soyons clairs, parce qu'elles s'adressent à un nombre limité de gens et qu'elles sont mises à jour régulièrement par des professionnels parce qu'il y a des évolutions, etc. Je parlais des applications audiovisuelles, par exemple, mais pas que. Et c'est pelant de devoir chaque fois se justifier par des clics multiples, machin, etc. Voilà, ça c'est un peu... Mais en même temps, on peut comprendre la mécanique. Il y a des mécanismes de distribution privée d'applications pour entreprises ou à des fins B2B, donc de professionnel à professionnel, qui permettent de signer ces applications et de ne pas avoir ces problèmes-là. Il faut juste dire à l'éditeur logiciel de respecter le cadre, le framework de distribution d'Apple et de signer ces applications. Il pourrait le faire.
Oui, il pourrait le faire, c'est ça. C'est plus une forme de fainéantisme peut-être, ou d'ignorance. Ou d'ignorance peut-être, oui, tout simplement. Donc autant le savoir aussi. Ce qui est bon pour Apple, entre guillemets, sur ce domaine-là, j'imagine que c'est un peu la même chose du côté de Microsoft avec Windows 10. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va bloquer sur certaines applications qui vont être considérées parce que le code est bizarre ou machin, etc., ou ressemblerait à... ça risque de contrarier certains usagers aussi. Donc qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil à celui qui développe une application qui n'a pas vocation à passer par les tuyaux habituels? C'est de nouveau de lever un petit drapeau blanc en disant c'est pas moi, c'est pas grave, laissez-moi passer. Ou de signer. Je connais pas le cas de Microsoft, je sais pas s'ils vont autoriser de signer des applications non distribuées par le App Store. Ouais, c'est parce que c'était... Mais il faudrait... Je pourrais avoir vu plusieurs fois des utilisateurs d'Apple, il y en a qui se sont plaints de dire quoi, je peux même pas installer ce que je veux sur ma machine, quoi. C'est un peu, ça peut être passé pour une contrainte embêtante, plus qu'utile. On peut, moi j'installe régulièrement des applications qui ne viennent pas de l'App Store, en toute sécurité, je pense en toute sécurité. Ouais. Donc il y a moyen de le faire, il y a juste une petite étape à faire en plus la première fois qu'on lance l'application. Il faut être admis de sa machine aussi. Pour dire j'ai bien compris ce que je suis en train de faire, je suis en train de démarrer une application que j'ai téléchargée quelque part. Oui. Ça fait réfléchir un petit coup quand même. Tu vas acheter un cierge, quoi. Tu vas brûler un ou deux cierges en disant bon, ça va, je sais ce que je fais. Pitié. Bon, je sais pas, si je voulais rajouter encore un truc, Aurélien, sur ton PUA. Non. Non, d'accord. J'ai fini sur mon PUA. Le PUA, c'est fini. Encore une lettre W qui va d'ailleurs conclure cet épisode de 258 et qui concerne WordPress. On est quelques-uns à utiliser WordPress, il faut le reconnaître. Nous comme d'autres d'ailleurs. Une faille de sécurité qui a mis cette semaine en danger des millions de sites web, puisque effectivement WordPress est le moteur de beaucoup de blogs, mais beaucoup de sites aussi depuis de longues années maintenant, Sébastien. WordPress, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel de blog que vous pouvez installer très facilement, qui a popularisé ce qu'on appelle le LAMP stack, Linux, Apache, MySQL, PHP, PHP étant le langage de programmation, et donc c'est un Content Management System, un CMS, qui vous permet très facilement d'éditer des blogs et de les publier. Les blogs sont stockés dans une base de données. C'est un logiciel qui existe depuis très longtemps et qui a très mauvaise réputation en matière de sécurité, malgré les énormément d'efforts qui ont été faits ces dernières années. Mais au début, c'était une passoire en matière de sécurité. Je peux en parler longtemps. Et un des problèmes qu'a WordPress, c'est qu'il est très ouvert. C'est bien, c'est aussi un problème. Donc, on peut mettre des plugins dedans. Oui. Et donc, la sécurité passe aussi par la sécurité de ces plugins. Et eux, WordPress, ils sont pas toujours responsables. Si, ils ont fait le système de plugins, ils auraient pu le faire différemment. Mais ils sont pas responsables du code de ces plugins. Et c'est ce qui arrive ici. Il y a un plugin extrêmement populaire qui s'appelle Elementor Pro, qui est un plugin développé par ceux qui conçoivent des thèmes pour WordPress. Vous savez, le thème, c'est les assemblages de couleurs, de polices de caractères qui va donner à votre blog un look ou un autre. La plupart des gens ne vont pas tailler des style sheets eux-mêmes ils vont prendre un thème gratuit fait par quelqu'un d'autre. Il y a des plugins pour faciliter ça. Celui-là permet notamment de créer du contenu, d'agencer son contenu simplement en faisant du glisser-déposer à l'écran. Ça facilite énormément l'utilisation de WordPress pour les non-techniques, et c'est là le problème. C'est que ce plugin permet, sous certaines conditions, si on a un compte sur le site web, donc si j'ai un utilisateur défini, par une attaque dont je ne vais pas rentrer dans les détails, de prendre contrôle de la machine, d'injecter du code qui permet de faire ce qu'on appelle une backdoor, donc de donner accès à quelqu'un à la machine. Et de nouveau, une fois qu'on a accès, c'est la fête à la maison. On fait ce qu'on veut. Une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est un plugin vraiment destiné au grand public, aux gens les moins techniques, pour faciliter l'usage de WordPress. Oui, c'est ça, facilitateur. Exactement, donc c'est eux qui sont le moins
conscient des impacts de sécurité, moins aguerris, qui ont pensé exactement, et donc ça attaque des cibles faciles. La bonne nouvelle, c'est qu'évidemment ça a été patché, et donc si on est à jour en matière de révision, de mise à jour et de WordPress et du plugin, cette faille a été comblée, donc elle n'existe plus. Du coup, encore une fois, l'importance de faire des mises à jour dès que c'est possible. Et WordPress, chaque fois que vous connectez dans la console, il vous dit attention, il y a une mise à jour de WordPress ou de plugin, prenez le temps d'aller les faire. D'ailleurs. Dans l'article que vous trouverez dans les notes du podcast, il y a aussi la procédure, je ne vais pas expliquer parce que c'est un peu laborieux, pour expliquer si vous utilisez ce plugin-là, si vous avez été infecté dans le passé, là où vous devez aller regarder s'il y a des fichiers en plus, des choses comme ça, pour savoir si vous avez été infecté ou pas. Autant le savoir, effectivement. Et c'est souvent le problème de ces applications, qu'elles soient web ou autres, qui fonctionnent avec des plugins. Je l'avais déjà évoqué en parlant d'OBS, qui permet de faire un petit peu ce qu'on fait ici en vidéo. C'est que c'est des chouettes applications, mais qui fonctionnent aussi avec des plugins et qu'on n'est pas toujours certain que ceux-ci sont d'une grande efficacité déjà et qui soient d'une grande sécurité par ailleurs. Et donc, effectivement, il faut être assez vigilant. D'ailleurs, quand on installe un plugin sur WordPress, il est quand même conseillé aussi de regarder un petit peu ce qu'en dit la communauté, de voir si elle est bien cotée, si ce sont des choses qui sont utilisées, qui sont régulièrement mises à jour, parce que des fois on voit des plugins errer sur la plateforme de WordPress qui n'ont plus été mis à jour depuis 2016 par exemple. Ça, il faut tout de suite tourner le dos et aller voir ailleurs, parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas suivi les évolutions des dernières mises à jour justement du cœur du système, et donc forcément c'est des portes sans... Enfin, peut imaginer, en tout cas qu'en termes de sécurité, ce ne soit pas optimum. Donc voilà, autant le savoir. Ça ne concerne évidemment que ceux qui ont installé eux-mêmes une version de WordPress sur un serveur hébergé, enfin sur un compte d'hébergement. La version WordPress.com, enfin d'hébergement de WordPress, n'est pas impactée. Forcément, eux savent se prémunir de ce genre de choses. On ose l'imaginer en tout cas. Probablement pas. Ouais. Sur ce que tu dis sur la communauté des plugins, c'est une condition nécessaire, mais c'est pas suffisante. Effectivement, on n'installait pas des plugins qui n'ont plus été maintenus depuis 2 ans, pour lesquels il y a une très petite communauté. Oui, c'est des plugins très populaires. Mais justement, il y a un problème avec ça, puisque ce sont des plugins très populaires, ce sont les premiers qui seront attaqués, sur lesquels on va chercher des failles aussi, parce que le levier, si je trouve une faille, est énorme. J'ai accès à des millions de sites si le plugin a été installé des millions de fois, donc c'est aussi des cibles d'attaque plus grandes, mais plus scrutiné, observé, et donc on va observer, on va trouver des failles plus rapidement aussi que sur des petits trucs obscurs qui sont utilisés par... Oui, c'est ça, et parce que là, vous êtes responsable de parce que votre hébergeur n'y pourra rien, hein, soyons très clairs, c'est votre responsabilité, c'est votre site, donc autant le savoir et tenir les choses à l'œil, et comme tu le disais, quand il y a des mises à jour qui sont proposées, ne pas attendre pour les appliquer, parce que là, on se met évidemment en danger. Ça peut en être d'à peu près n'importe quel possesseur de site sous WordPress, hein. Faut être très très clair. Moi ça m'est jamais arrivé, mais ça pourrait clairement. Donc voilà, autant le savoir. Maintenant, chez nous, ce qu'on fait, c'est un bon truc. On utilise WordPress comme outil d'édition de texte, parce que c'est facile. Et en front-end, vous faites autre chose. Mais en front-end, c'est pas WordPress qui est accepté. On utilise WordPress pour générer un site web statique, et puis c'est des pages web statiques. Il y en a beaucoup qui font ça, ne serait-ce que pour la homepage, par exemple, on en génère une autre que celle qui est proposée, et déjà ça limite aussi la consommation de ressources, parce que WordPress mal configuré peut être aussi assez gourmand. Non, bien configuré aussi. Aussi, enfin bon, il faut reconnaître quand même qu'ils ont réussi un truc avec cet outil, parce que comme au départ outil de blog, c'est devenu un véritable CMS au fil du temps. Combien de sites marchands ne tournent pas sur une base WordPress, combien de sites de news n'ont pas commencé sous WordPress, quitte à évoluer après vers autre chose, mais ça a permis à plein de gens de commencer des choses, se lancer dans la publication avec des normes, on va dire, ou en tout cas des outils professionnels, enfin qui permettent de vraiment faire de belles choses. Et donc voilà, il fallait qu'il y en ait un qui réussisse. Ça a été WordPress. Il y avait d'autres éditeurs dans la course. Moi je me rappelle de Dotclear. Je ne sais pas si tu te rappelles de Dotclear. C'était un moteur de... Je pense même que c'était français, Dotclear. Je ne suis pas sûr, mais et ils avaient un très très bon moteur de blog, mais qui ne savait faire que du blog. Et quand tu voulais faire multi-blog, d'avoir plusieurs blogs hébergés au même endroit, Dotclear ne suivait pas, et WordPress avait
une solution très rapide de multisite qui a permis comme ça de happer le marché, on va dire, à l'époque, mais ça ne nous rajeunit pas, j'ai envie de vous dire. C'est parce qu'on a un petit jeune qui s'endort sur son clavier, qui s'appelle Aurélien. Tu voulais rajouter un truc, Aurélien, ou pas, sur ce coup-là? J'ai un cas là d'un ami à moi qui a, pareil, comme tu le dis, son business avec un site WordPress. Ça fait quelques temps et il a été victime d'une attaque. Donc sauvegarder, il y a des moyens de sauvegarder vos sites WordPress ailleurs. Donc sauvegardez-les. C'est comme une sauvegarde de votre PC. Sauf que le site WordPress, il n'est pas chez vous, donc vous le sauvegardez pas en même temps que votre PC. Sauvegardez vos sites et vous serez bien content d'avoir un backup. Ou si votre hébergeur vous propose l'option de faire des backups réguliers de votre hébergement, c'est encore plus simple. Il suffit de réclamer à un moment donné la restitution et ils te le remettent droite. Là, il ne faut pas traîner pour aller corriger la faille, évidemment. Mais voilà, ok. Je pense qu'on a bien fait le tour de la question sur cet épisode, un petit peu plus long que d'habitude, alors qu'on avait moins de news. Vous voyez, comme quoi, quand Aurélien n'a pas d'image, il est bavard. Et donc, voilà, c'est... toi aussi, d'ailleurs, Sébastien, t'es un peu bavard, il faut le reconnaître. Oui, mais toi, on te voit, par contre, quand tu fais des grimaces. Alors donc, que moi... oui, toi, tu peux faire tout ce que... Oui. En pyjama. Déjà en pyjama. Donc voilà. Désolé pour J'étais passé chez le coiffeur rien que pour vous. Ah oui, parce que les coiffeurs sont ouverts chez vous, effectivement. Oui. Donc voilà, merci en tout cas à tous les deux. Désolé encore pour ce petit souci d'image. On va essayer de trouver la solution quand même avant. Il va falloir à un moment donné savoir pourquoi tu as plus de bandes passantes en voie montante qu'en voie descendante. Non, c'est le contraire. Voilà, donc c'est plutôt logique. Mais en même temps, avoir une connexion digne des années 90 ou 90, ça va pas, quoi. Il va falloir trouver une solution. Quoi qu'il en soit, vous avez entendu Aurélien, donc c'est déjà pas mal. On essaiera de régler le problème plus tard. Merci encore à Sébastien. Je ne sais pas quand on se revoit, mais on se reverra d'ici la fin de la saison. Fin de saison qui, l'air de rien, le temps passe, on est mi-mai, donc en général la saison s'achève fin juin, donc il reste quelque chose comme 6 ou 7 épisodes seulement. Donc profitez-en un maximum, partagez-le avec vos amis, n'hésitez pas à laisser des pouces vers le haut sur YouTube ou des étoiles sur les applications mobiles de podcast habituels, et dites à vos amis que vous avez trouvé, en tout cas si vous le pensez, que vous avez trouvé un chouette podcast. Voilà. Merci à tous les deux, à très bientôt. Salut.